Je suis Gabrielle Rosner. Je suis intervenue dans les Zooms du consistoire pendant la première partie du Covid, pendant le premier confinement, où je faisais également des rencontres, un café littéraire en fait, qui n'a pas trop mal marché et qui a plutôt bien marché même. C'était un plaisir. Voilà, par ailleurs, j'organise le Salon du livre de la Vizzo, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu cette année, évidemment. Et voilà, donc là, j'ai récupéré un peu d'énergie avec malgré ce deuxième confinement. Et puis, j'ai surtout répondu à la demande du consistoire et de Yoav Rossano, donc pour reprendre des interviews une fois sur deux avec Yoav, puisque Yoav assure tous les lundis à 14 heures. Il a un créneau pour des rendez-vous patrimoniaux. Et Dieu sait qu'il y a de quoi faire en Alsace sur le patrimoine. Voilà, donc on va alterner une semaine sur deux, Yoav et moi. Et donc en ce qui me concerne, ça sera plus axé sur les livres et ceux qui les écrivent. Voilà. Bien. C'est bien. Bon, il est 14h05, peut-être on commence et on profite de notre temps. Ouais. Et alors, on a préparé une toute petite présentation, mais qu'on va dérouler pendant les discussions. Et voilà. Alors, moi, je ne connais pas du tout le livre, mais je commence un tout petit peu. Voilà, on va présenter le livre, mais le sujet, il est incroyable finalement. Bah, finalement, oui. Oui, parce que c'est une histoire d'amour, c'est pour ça. Ah, c'est ça, c'est incroyable quand même. C'est une histoire d'amour qui est très simple, mais qui est très, qui est très riche dans le même temps. Une love story. Voilà. Une love story. Termine mal. Bon. Bien. Alors, donc on commence. Oui. Okay. Je vais, voilà. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous et bonjour Dominique. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de Un amour de Kessel, voilà, qui est un livre consacré à Germaine Sablon, à l'amour, à la love story, effectivement, entre une très grande chanteuse de l'entre-deux-guerres, Germaine Sablon, et Joseph Kessel, le célèbre journaliste, reporter, écrivain, disparue en 1979. Germaine Sablon, elle, est décédée en 1985. Voilà. Donc, je vous présente aussi très rapidement Dominique Missika. Vous êtes historienne, écrivaine, éditrice, surtout éditrice. Vous siégez à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un consacré à Les Inséparables, Simone Veil et ses sœurs, que vous avez interviewé dessus. En tous les cas, il était hyper intéressant. Vous étiez en tous les cas productrice à France Culture, où vous avez produit le documentaire Qui a tué Jean Zay, qui était passionnant, ça je me rappelle aussi bien, je l'avais écouté. Et vous avez également écrit sur l'institutrice d'Isieux. Et donc, en fait, on peut voir, par exemple, à travers l'institutrice d'Isieux ou Simone Veil et ses sœurs, on peut voir que vous prenez toujours, en fait, un sujet qui finalement est connu, que tout le monde connaît, Simone Veil, tout le monde connaît, Joseph Kessel, tout le monde connaît, mais vous allez apprendre un billet qui est assez original et qui n'a pas encore été traité. Vous regardez toujours un peu les choses en biais. C'est extrêmement intéressant. Et donc là, c'est évidemment ma question, pourquoi avoir choisi? Parce que des histoires d'amour, Dieu sait qu'il en a eu, Joseph Kessel, c'était un homme à femme, et il a été marié 2 fois, non 3 fois, et c'est presque pas très important, parce qu'il était marié, il avait en même temps plusieurs histoires d'amour, et pourquoi avoir choisi celle avec Germaine Sablon, et est-ce que... Alors, peut-être je vais donner une partie de la réponse, c'est que Germaine Sablon, ça vous a permis, d'un point de vue littéraire et romanesque, d'embrasser avant-guerre, donc l'histoire du musical avant-guerre et avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans l'entre-deux-guerres, Première et Deuxième Guerre, et la Deuxième Guerre mondiale, et surtout leur rôle à chacun dans la résistance. Voilà. Mais je vous laisse la parole. Oui, c'est vrai que ma curiosité va plutôt vers les gens oubliés, les gens de secondaire, au deuxième plan, dont
on n'entend pas parler ou sur lesquels on ne s'attarde pas. Donc, j'ai un petit tropisme, c'est vrai, pour ceux ou celles qui sont derrière les grands hommes ou les grandes dames. Kessel, c'est assez simple. Le point de départ, il est très simple. En tant que directrice des éditions Talendier, nous avons dans notre catalogue 5 titres en poche de Kessel qui sont ces grands reportages. Et puis, il y a 2 ans, on décide pour parler un peu boutique, de refaire les couvertures. Donc, on cherche des photos sur Kessel pour illustrer ces grands reportages. Et je commence à regarder les photos que je n'avais pas regardées depuis très, très longtemps. Et il y a cette photo où on voit, qui est sur la couverture du livre, où on voit Kessel en uniforme de soldat qui enlace une femme amoureusement et avec un regard extrêmement langoureux. Donc, je me dis, mais qui est cette femme? Et bon, alors je m'approche, je ne connais pas du tout, et je vois dans la légende Germaine Sablon. Alors, j'avoue mon ignorance, je voyais qui était Jean Sablon. Germaine Sablon, je ne sais pas trop qui elle est. Par curiosité, parce que cette photo me plaît, je regarde. Et là, je découvre que Germaine Sablon est une vedette du music-hall et de la radio d'avant-guerre. Et qu'il y a eu, en effet, une grande love story, une grande histoire d'amour entre deux. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre sur Kessel, alors qu'en effet, les biographies de Kessel ne manquent pas. L'œuvre de Kessel, il y a X romans et livres à lire. Ces livres ont été adaptés au cinéma, tout. Mais cette histoire d'amour qui dure quand même 10 ans, eh bien, elle donne lieu qu'à quelques lignes dans les biographies consacrées à Kessel. Donc voilà, c'est ça qui m'a intriguée, c'est cette photo qui est quand même absolument dingue. Enfin, je veux dire, à Hollywood, on fait pas mieux. Oui. En uniforme, elle dans un manteau de phoque gris, genre camouflage. Ils se regardent amoureusement. La photo est signée André Zucca, célèbre photographe qui malheureusement va passer à la collaboration. Enfin, c'est un photographe extrêmement renommé. Bon, voilà, donc c'est cette photo. C'est le point de départ de cette histoire d'amour que j'ai creusée. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes d'abord intéressé donc à Germaine Sablon et à la famille de Sablon? Oui, alors en fait, sur Kessel, je me suis précipitée pour relire la biographie d'Yves Courrière et y trouver ce qu'il en disait. Donc, il la cite assez, il l'a rencontré. Donc là, du côté de Kessel, je cherche. Mais alors, du côté de Germaine Sablon, là, j'avoue un peu que je ne sais pas très bien comment m'y prendre parce que je commence à lire sur l'histoire du musical, mais enfin, c'est pas quand même pas ma période, pas ma spécialité. Et puis j'ai une chance inouïe, je tombe sur les ayants droit de Jean Sablon, donc le frère cadet de Germaine Sablon, qui lui est connu comme le crooner, le French lover, le crooner. Ça quand même, Jean Sablon, ça fait partie surtout pour ma génération de ce que les parents et les grands-parents écoutaient. Donc Jean Sablon, ça me dit quelque chose. Et il se trouve qu'il y a deux messieurs, deux ayants droit de Jean Sablon, qui ont chez eux des cartons entiers de photos, de disques, de programmes, etc. Et qui m'ont guidée, heureusement, dans le dédale du musical. Parce que, alors, sincèrement, mes connaissances en termes de musical étaient quand même très, très limitées. Mais je découvre que c'est véritablement une vedette, l'équivalent d'une... oui, en fait, elle est à la une elle fait des émissions à la TSF pendant les 2 guerres tous les jours. C'est une vedette de cinéma. C'est un couple people, en fait. Oui. C'est ça qui est drôle, c'est que lui est célèbre parce qu'il est un grand reporter, comme vous l'avez dit, qu'il a publié L'Équipage, film adapté au cinéma. Il est invité partout, il est célèbre. Et elle aussi. Donc, en fait, c'est un couple people. C'est ça aussi qui m'a amusée, c'est que chacun rehausse le succès de l'autre. Quand ils sortent tous les deux, ils sont célèbres tous les deux. Et c'est quand même, pour Kessel, qui est un homme à femme, et on y reviendra peut-être, il en a beaucoup, c'est un don Juan, un noceur et un buveur.
décrocher, avoir à son bras une vedette du cinéma et de la radio qui, avec sa voix, chante, susurre des chansons d'amour et des tangos langoureux, c'est pas mal. Elle aussi, c'est quand même bien d'avoir une telle conquête amoureuse. Voilà, donc ils se trouvent très bien tous les deux. Ça, oui, l'un dans le regard de l'autre. Ah oui. Et ça c'est quelque chose qui va être un fil rouge, enfin qui va durer toute leur relation. La manière dont chacun se valorise, se voit dans le regard de l'autre. Et parce que oui, je vous laisse parler, mais parce qu'on va parler évidemment de la guerre. Hein. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont en fait n'ont plus rien en commun parce que elle est elle est d'une dynastie de chanteurs, de musiciens, de compositeurs. Son père a composé la mélodie de la chanson de Craonne. Donc son frère, c'est Jean Sablon, qui est déjà une vedette aux États-Unis, en Angleterre et en France. Elle a un autre frère qui dirige les ballets de Monte-Carlo, un autre qui a un orchestre de jazz avec Django Reinhardt, entre autres. Donc, c'est une famille de musiciens français de Nogent-sur-Marne, hein, soyons clairs. Et Kessel, lui, c'est quand même un juif russe, immigré, ayant vécu en Argentine, revenu en Russie, en France, qui n'a absolument pas les mêmes origines. Voilà, c'est aussi ça qui est assez troublant. Alors, il avait aussi l'aura de la Première Guerre mondiale. Il avait été aviateur pendant la Première Guerre mondiale. Absolument. C'est un héros dans leur relation aussi, le fait qu'il soit un héros de la Première Guerre mondiale, sachant que Germaine Sablon avait été mariée en premières noces assez rapidement avec une gueule cassée de la Première Guerre mondiale, un Maurice Bloch. Absolument, ça aussi, c'est un point qui leur gêne. Ils se sont deux patriotes et ça c'est essentiel pour la suite, pour comprendre leur engagement dans la résistance. Elle est donc elle a épousé une gueule cassée à 18 ans dont elle a divorcé très, très rapidement. Ensuite, elle a épousé un baryton dont elle a eu 2 fils, mais dont elle s'est séparée d'une femme libre. Son mari est parti à Valence reprendre l'imprimerie de son père. Elle est restée à Paris pour sa carrière. Donc, c'est quand même une femme assez libre de mœurs aussi, il faut le dire. Mais elle est très sensible à la cause des anciens combattants. Et dans la série des signatures, vous avez quand il y a une signature pour des anciens combattants, une signature philanthropique, de bienfaisance, une œuvre de bienfaisance, elle répond toujours présente à l'appel. Donc, ce sont deux patriotes. Lui a fait comme aviateur la Grande Guerre. Donc, ce sont deux patriotes et dès la drôle de guerre, elle va les chanter pour les soldats sur la ligne Maginot. Bien sûr, elle est tout de suite mobilisée. Alors ça, c'est effectivement donc quelque chose qui les rapprochera. Et bon, toute la partie concernant la Seconde Guerre mondiale est en l'occurrence passionnante parce que Joseph Kessel est un homme d'action, quelqu'un qui a envie d'aller sur le terrain, qui vit évidemment très mal l'occupation, enfin déjà l'attente, 39-40. Et il n'arrivera pas, finalement, il arrivera vraiment tout à la fin à faire ce qu'il a envie de faire. Alors que Germaine Sablon, elle, se débrouille beaucoup mieux pour prendre contact avec, bon, en l'occurrence, je vous laisserai raconter, c'était voilà, pour prendre contact avec des résistants et rentrer dans la résistance. Alors que pour Joseph Kessel, si vous voulez, d'ailleurs, je vais dire juste une chose, c'est qu'on a tendance un peu à confondre au niveau biographique Joseph Kessel et Romain Gary. Oui, c'est vrai. Voilà. Or, c'est extrêmement différent. Oui, d'abord parce qu'il y a une question de génération d'âge. Oui. Hein, ils sont pas. Kessel est déjà célèbre, Romain Gary ne l'est pas. Bien sûr. Ne l'est pas encore. Et c'est vrai que dès 40, elle va, donc Germaine Sablon va chanter comme Joséphine Baker, comme Charles Trenet ou autre, va aller chanter pour les soldats sur la ligne Maginot, d'où cette photo d'ailleurs, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que lui, il est grand porteur pour ce soir, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un reportage sur sa maîtresse qui chante un soir pour les soldats, et ça fait la une du journal. Ça, là, c'est là où c'est quand même une rencontre. Bon, non, soyons pas
Voilà. Donc, 40 arrive, Kessel hésite à partir à Londres ou aux États-Unis. Il a épousé assez rapidement la femme avec qui, l'autre maîtresse avec qui il vivait parce qu'elle était apatride et pour lui donner la nationalité française. Mais il est conscient du danger qu'il court, lui, en tant que juif, face à l'avancée des troupes allemandes. Il hésite à partir en Angleterre, aux États-Unis, il ne veut pas partir seul. Il hésite et puis il propose à Germaine Sablon de partir avec lui en Angleterre ou aux États-Unis. Et elle lui répond j'ai une mère, 2 fils, une patrie, je reste. Bon. Et lui il est à Lisbonne, il fait demi-tour et il revient en France et il va aller s'installer sur la Côte d'Azur où Germaine Sablon a une maison à Aguet, près de Saint-Raphaël. Là, on aurait pu imaginer que ces deux amants vont rester un peu au calme. Pas du tout. En effet, Germaine Sablon est la première à trouver le contact avec la manière de se rendre utile pour la résistance. Mais Kessel, lui, il est contacté par Emmanuel Dacier de la Vigerie, avec qui est en train de créer le mouvement Libération, sauf que il a l'habitude de fumer de l'opium avec Emmanuel Dacier de la Vigerie, qui est un journaliste très opiomane, et il se dit, mais lui, il ne va jamais y arriver à faire quoi que ce soit pour lutter contre l'occupant, donc j'y crois pas, donc il laisse courir. Germaine Sablon, elle, par contre, après avoir été ambulancière, avoir déjà une croix de guerre pour les combats de 40, se dit, ben non, moi, elle trouve le moyen de s'engager pour faire débarquer des agents qui passent à Londres, des gens du service, un réseau de résistance qui s'appelle le réseau CART, qui est en lien avec les services secrets britanniques. Elle ne le prévient pas parce qu'elle n'a pas confiance en lui, parce qu'il se dit qu'il va aller encore ivre-mort raconter. Elle n'a pas confiance. En fait, elle se dit qu'il écrit. Alors, en fait, il écrit, passe ses journées à écrire. Et il écrit un roman, d'ailleurs, qui est très beau, qui s'appelle Les mots de rue. Mais elle n'a pas confiance. Et donc, concernant les consignes de sécurité, donc, elle va à des rendez-vous, etc. Lui devient soupçonneux. Elle finit par lui lâcher l'information et à son tour, il va s'engager. Et du jour où il s'engage dans la résistance avec son neveu Maurice Druon, n'oublions pas Maurice Druon, oui, bien sûr. parce que son frère cadet, le frère cadet de Kessel s'est suicidé à 20 ans en laissant un petit garçon de 2 ans qui est ce Maurice Druon. Avec son neveu, ils vont rejoindre, grâce à Germaine Sablon, donc les femmes sont quand même, elle est la première à s'engager vraiment, ils vont la rejoindre dans des actions de résistance en aidant des agents de la résistance, des envoyés de Londres, à embarquer ou débarquer en bas de la maison d'Aguet, qui est au bord de la mer, dans la rade de Saint-Raphaël. Et là, évidemment, Kessel se mobilise parce que c'est une recrue de choix. Il a une aura, donc il peut autour de lui recruter. Tout le monde est fasciné à l'idée de rencontrer Kessel et d'être du côté de Kessel qui se bat pour lutter contre le nazisme et contre Vichy. Donc, c'est tous les deux qui vont... le couple va être d'autant plus soudé qu'ils vont s'engager solidairement dans la résistance. Voilà, mais vous évoquez en fait quelque chose de très intéressant dans votre livre, qui est que donc, Joseph Kessel ne se cachait pas du tout, c'était un juif russe, hein, voilà, point. Mais il était plein d'autres choses également. Et donc, lorsque les lois anti-juives ont commencé, les lois anti-juives ont été promulguées, donc, vous dites, il a senti l'étau se resserrer. Or, il connaissait énormément de monde dans le milieu littéraire, dans tous les milieux, et certains de ses proches amis devenaient collabos. Et vous citez notamment Henri Béraud, qui dirigeait le journal Gringoire et qui a écrit des horreurs sur les Juifs. Et qui dit à Kessel, lorsque Kessel lui en fait le reproche, il lui dit, mais enfin, figure-toi, je n'écris pas pour toi, j'écris sur les Juifs qui m'énervent. Toi, tu ne risques rien. Et il y a plusieurs choses étonnantes, en fait, à ce niveau-là. C'est qu'apparemment, le rapport, si vous voulez, du personnage Kessel, juif,
et de ses amis, ses connaissances qui sont devenus collabos et qui ont donc contribué évidemment à l'arrestation de tous les Juifs, lui, apparemment, il aurait pu, de toute façon, il s'en serait sorti, quoi. En fait, c'est ça aussi qui fait que Kessel est un être assez, vraiment impressionnant, c'est que d'une part, il rompt avec Henri Béraud dès 1937, à partir du moment où Henri Béraud tient ses propos, donc on est en 1937 quand même. Il est allé en 1932 à Berlin et il a vu la montée du nazisme, donc il est tout à fait averti. Mais dès 1937, il rompt le lien avec Henri Béraud, et quand en 1940, il passe à Vichy quand même, parce que au fond, en 1940, tout le monde passe à Vichy pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Marcel Pérouton, qui est le ministre de l'Intérieur, lui propose de rester et de se mettre au service du gouvernement de Vichy pour servir la propagande, pour servir, s'occuper des journaux, etc. Et là, il a immédiatement le réflexe non seulement de dire non, mais de protester et de comprendre. Et il écrit dans des lettres à son frère, il comprend que les Juifs sont pourchassés par Vichy, alors que c'est un patriote qui aime la France, qui est désespéré et catastrophé quand il traverse la France dans la débâcle de 1940. Mais il est tout à fait lucide sur le danger qu'il court. Et il l'affronte, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il devient un paria, c'est-à-dire qu'il ne peut plus publier, il est sur la liste auto-abetz, donc interdit de publication, interdit, il ne peut pas écrire dans les journaux dans lesquels il écrivait, puisque effectivement, les journaux dans lesquels il écrivait ont tourné kazakh. Il refuse de se mettre au service de Vichy. Donc, il est d'emblée, il est d'une très grande lucidité, comme un juif immigré amoureux de la France qui tombe, mais très brutalement et très violemment, sur cette persécution, et il n'est pas dupe. Alors, il n'est jamais dupe. Hein, oui, mais moi, je ne comprends pas comment est-ce que Vichy a pu lui proposer, envisager qu'il travaille pour eux, qu'il écrive parce pour eux. En 40, bah, vous savez, en 40, l'histoire n'est pas encore écrite. C'est à l'été 40. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Juillet 40, c'est le casino, c'est les pleins pouvoirs à Pétain. À quelques mois près, il n'y a pas encore le statut des Juifs. Et puis, tout ne se passe pas comme se passerait aujourd'hui. On peut encore imaginer Emmanuel Berl. Je vous rappelle que c'est Emmanuel Berl qui fait les discours de Pétain. Voilà, donc. Il a écrit la chanson Maréchal, nous voilà, c'est ça? Il a écrit surtout La Terre, elle ne ment pas. La Terre, elle ne ment pas. Oui. Voilà, donc pourquoi est-ce que Kessel, qui est un amoureux fou de la France, un patriote, n'aurait pas aussi cru que Pétain allait défendre, voilà. Ça tient en quelques mois, mais en quelques semaines même. Et en quelques semaines, il comprend que tout le mal va venir de là, et que ce statut des Juifs est une honte, et qu'il n'y a rien à attendre de Vichy. Et d'ailleurs, en 1942, on lui proposera un passeport. Le Vichy essayera de lui proposer pour lui de sauver. Mais il a une sorte de dignité qui fait qu'il sait très bien ce qui arrive à tous les Juifs, et il ne veut aucun passe-droit. Il ne veut aucun passe-droit. Oui, exact. Ce qui fait que lui rejoindra Londres, non pas avec un petit avion, mais en traversant par les Pyrénées, l'Espagne, le Portugal. Oui, c'est un périple extraordinaire. Ils sont 3. Germaine Sablon, parce qu'il ne faut pas l'oublier, qui, en décembre 1942, au moment de Noël 1942, va avec Kessel et Druon, ils vont tous les 3 traverser illégalement, clandestinement, les Pyrénées, l'Espagne, le Portugal, pour arriver à Londres. Et ce n'est pas une mince épreuve que de traverser les Pyrénées au mois de décembre 1942 avec les patrouilles espagnoles, les patrouilles françaises, à dos de mulet. Et voilà, donc, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'en veux un peu à Kessel, c'est que dans ses souvenirs, il raconte la traversée des Pyrénées avec Maurice Druon, mais il a tendance à ne pas raconter qu'il y avait aussi Germaine Sablon. Voilà, bon.
pour anticiper la fin de leur histoire. Mais enfin bon, et c'est d'ailleurs cette photo qu'on voit, que j'adore, qui est les deux amants à Londres, au bar français, en train de boire du champagne. Voilà, ça c'est le vrai couple. C'est eux. Alors, il y a aussi toute vous évoquez quelque chose aussi d'intéressant qui est le rôle des artistes. Donc, à travers Germaine Sablon, le rôle des artistes pendant la guerre auprès des soldats. Donc, à partir du moment où elle se retrouve à Londres et où, en fait, elle, d'ailleurs, elle comptait pas, lutter en tant qu'artiste. Hein. Non, non. Mais finalement, c'est ce qui se passera. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deux, ils sont confrontés au fait qu'ils sont plus tout à fait jeunes, Kessel aimerait servir, s'engager dans les forces françaises libres. De Gaulle lui dit, vous êtes là, vous êtes un écrivain que j'admire, et écrivez pour la résistance. Ça nous donnera l'armée des ombres, tant mieux. Enfin, Kessel aurait rêvé à nouveau piloter un avion. Elle, la rencontre avec De Gaulle ne se passe pas très bien parce qu'elle a un tempérament sacré tempérament et qu'elle trouve que De Gaulle aurait dû la saluer avec plus de respect que simplement lui faire un signe. Donc, bon, bref, c'est une rencontre qui ne se passe pas. De toute façon, elle a 42, 43 ans déjà et elle n'a pas de formation militaire. Donc, elle ne peut que continuer à Londres. Elle ne sait pas très bien quoi faire. Et qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle sait chanter. Donc, elle va à nouveau aller chanter pour les soldats de la France libre qui sont pour le commando Kieffer, par exemple. Elle va à la demande du commando Kieffer. Les 177 qui débarqueront, qui seront les seuls Français qui débarqueront le 6 juin 1944, ils sont en formation dans le sud de l'Angleterre et elle va venir chanter pour eux, accompagnée de Kessel qui fera le reportage. Comme ça, on a à la fois l'artiste qui se produit et pour la résistance, un article qui racontera le combat et la formation des futurs libérateurs de la France. Alors, je voudrais évidemment qu'on parle qu'on raconte l'histoire du chant des partisans. Oui. La vraie histoire du chant des partisans. Oui, alors ça aussi, c'est ça qui est inouï, c'est que je n'avais pas mesuré non plus le rôle de Germaine Sablon dans cette histoire. Donc, on est en mai 43 et à Londres, pour la BBC, on se soucie d'avoir un hymne qui puisse annoncer les émissions à destination de la France. Emmanuel Dacier de la Vigerie dit à son vieux copain Kessel, écoute, nous on n'a que la Madelon, franchement il nous faudrait un hymne quand même pour la résistance, ça va pas du tout. Il se trouve que, alors Kessel lui dit, mais moi la musique j'y entends rien, il n'y a que la Marseillaise que je reconnais parce que quand j'entends la Marseillaise, les gens se lèvent, donc je comprends que c'est la Marseillaise. Il dit, j'ai aucune oreille musicale. Oui, mais insiste Emmanuel Dacier de la Vigerie, tu as déjà écrit des paroles de chansons. Et en effet, avant-guerre, Kessel avait écrit des paroles de chansons pour Germaine Sablon, sa maîtresse. Donc, on insiste. Kessel entend un soir au bar français Anna Marly chanter la complainte des partisans. Il aime cette mélodie et pour cause, parce que c'est une mélodie russe. Donc, évidemment, c'est ce qu'il aime puisque c'est un habitué des cabarets de Paris, des cabarets russes où ils dépensent des fortunes et ils brisent les verres en écoutant les guitares et les balaïlakas. Donc, et il se trouve que Germaine Sablon, elle court le cachet parce qu'elle n'a plus personne pour lui écrire des chansons ni composer de la musique. Donc, elle reçoit, une proposition d'un réalisateur qu'elle connaît qui doit faire un film qui s'appelle Pourquoi nous combattons, qui est un film de propagande sur la résistance destiné au public anglais et américain pour lever des fonds pour mobiliser toutes les énergies pour la résistance française. Et ce réalisateur dit à Germaine Sablon, trouve-moi une chanson parce que la même chose, la Marseillaise et la Madelon, ça ne suffit pas. Donc, elle tanne son amant, pour parler vulgairement,
Et un dimanche après-midi, dans une auberge à 30 km de Londres, il y a Germaine Sablon qui avait noté l'air d'Anna Marley et qui connaît le solfège et qui redonne la mélodie à Kessel et à Druon, qui écrivent tous les deux ce fameux chant des partisans. Le lendemain matin, lundi matin 31 mai 1943, Germaine Sablon arrive dans les studios de Ealing's à Londres et elle enregistre, elle crée pour la première fois le chant des partisans. Alors, si vous écoutez bien la version de Germaine Sablon, donc elle est la première à l'enregistrer, la première à le chanter, donc elle est la créatrice du chant des partisans. Mais si vous l'écoutez bien, vous verrez qu'elle le chante de manière extrêmement martiale, extrêmement dure et vibrante, bien plus que Anna Marley, qui le chantera plus comme une... Puis après, tous ceux qui le chanteront, bien sûr. Elle le chante vraiment comme un hymne militaire, hein, un hymne très vibrant. Et puis, elle va partir en Algérie et Kessel, lui, ignore absolument aussi le destin de ce chant des partisans, de ces paroles qu'il a écrites sur un bout de papier, que Druon a écrit sur un bout de papier, parce qu'en fait, il sera distribué en France par Emmanuel Dacier de la Vigerie, sans nom d'auteur, et on croira pendant longtemps que c'est une chanson écrite dans les maquis. Ben non, ça a été écrit dans une auberge au sud de Londres, mais très astucieusement, Emmanuel Dacier de la Vigerie se dira que pour en faire un hymne pour l'ensemble des résistants, il vaut mieux que c'est vraiment l'air d'avoir été écrit avec la fibre du patriotisme des maquisards. Donc voilà. Donc la véritable histoire est que Germaine Sablon, comme Joseph Kessel, quand ils reviendront en France en 1945, vont entendre partout le chant des partisans, et eux, ils seront passés complètement à autre chose et ignoreront le destin de cette chanson, voilà, de ce chant. Mais dont la musique aura été inventée par Anna Marley. Anna Marley. La mélodie, elle est d'Anna Marley. La mélodie, la musique est écrite a été composée par Anna Marley. Les paroles sont de Maurice Druon et de Joseph Kessel. Et la première, ce qu'on appelle en termes de... Alors maintenant, je suis très calée, en termes de musicaux, la créatrice de la chanson, c'est Germaine Sablon. C'est-à-dire, c'est elle qui l'a interprété la première. C'est elle qui, la première fois, la chante. C'est ça. C'est pour ça aussi que on est très surpris d'entendre Mon Légionnaire chanté aussi bien par Léo Marjane, Édith Piaf, Marie Dubas ou pas, parce qu'en fait, ce sont des chansons qui sont créées une première fois par celle à qui cette chanson est destinée, et puis après, elle est interprétée par qui veut l'interpréter. C'est ça qui... Mais c'est très important parce que c'est vraiment les circonstances de la création du chant des partisans. D'accord. Ouais. Et est-ce que c'est possible de l'écouter un tout petit peu, Yoav? Oui, je voulais, j'ai 2-3 petites questions, mais peut-être, en fait, les livres, ça a pris combien de temps à peu près pour écrire? À peu près 2 ans. 2 ans. D'accord, mais c'était vraiment une période avec les livres, ou il y avait des autres projets d'écriture qui étaient dans le même temps? En même temps, pour tout vous dire, je suis la directrice des éditions Talendier. Donc pendant ce temps-là, j'ai un métier à côté de ces livres-là. Oui. Je dirige une maison d'édition. Donc pendant ce temps-là, je publiais les livres de mes auteurs. Non, ce n'est pas 2 ans à temps plein. Mais très sincèrement, si je n'avais pas eu ces 2, Charles et Philippe, qui m'ont vraiment fourni toute la matière sur Germaine Sablon, je n'y serais jamais arrivée, parce que autant je connais les archives de la résistance, de l'occupation, de Kessel, j'ai réussi à les retrouver, mais Germaine Sablon, comme elle n'a pas laissé de mémoire, qu'elle n'a pas laissé de traces autres que ses chansons, c'est assez compliqué de retracer l'histoire de cette femme qui... ses 2 fils sont morts avant elle. Enfin bon, elle n'a pas laissé de descendants, donc j'ai eu beaucoup de mal à reconstituer son
son histoire. Et puis, ils se sont peu écrits parce qu'en fait, ils étaient ensemble. Ça, c'était une grande déception, c'est qu'ils se sont peu écrits. Parce que par définition, ils étaient ensemble dans la période où ils sont amants, ils sont ensemble, donc ils s'écrivent peu. Et puis après, sans spoiler la fin, comme ils vont rompre, elle n'a pas écrit et il n'y a pas de trace de leur lettre de rupture, parce qu'ils se le sont dit. Donc, j'avais quand même des trucs, oui. Voilà. Finalement, ça fait une histoire d'amour de vous trois, presque. Oui, c'est ça. Non, mais je trouve que ce couple est assez fascinant. Et puis, c'est vrai que de remettre à la mode cette vedette de la chanson qui est totalement oubliée, c'est ça qui est fou quand même. Enfin, elle est oubliée de... Oui, à part des amoureux du musical. Oui. Et les films dans lesquels elle a tourné, sont vraiment... Ça n'a pas marqué l'histoire du cinéma, hein, je peux vous dire. Dominique, il faut déjà se réjouir si Joseph Kessel n'est pas oublié. Non, ça c'est vrai. Non, ça... Parce que justement, là-dessus, si je peux me permettre, vous avez rencontré certainement des... Ah, vous allez, Yoav, vous passez le... Est-ce qu'on écoute rapidement maintenant et on Allez, continue? rapidement maintenant. Après, oui. Moi, j'aime bien l'écouter. Oui, vas-y. Je me lasse pas. Entendu le cri noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des colliers, camarades. Montez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la palle et au couteau, les brises. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Les murs qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens crus du lit font des rêves. Si nous battus, nous marchons et nous tuons, nous crèvent. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Vive les compagnons de la nuit, la liberté nous écoute. Merci. Voilà. C'est magnifique. Elle est magnifique. En fait, c'est extrêmement contemporain. L'expression et tout, voilà, si c'était en couleur, on a pensé que c'est aujourd'hui. Non, mais je trouve que ça vaut la peine. Oui, non, mais je trouve ça vaut la peine de l'entendre et de la voir parce qu'elle est vraiment très martiale quand même. Elle est très, ça, exactement. Ouais, quand même. On voit que c'est pas une femme douce. Oui. Oui, tout à fait. Une très belle femme d'ailleurs. Elle est très belle. Oui, absolument. Absolument. On voit pourquoi ce que Kessel a pu lui trouver quand même. Alors, comme je disais, c'est une histoire de trois, entre vous trois. Mais justement, Dominique Missika, vous avez certainement rencontré pour votre livre des gens qui ont connu Kessel, qui l'ont bien connu. Il y a quasiment plus beaucoup. J'ai rencontré Anne-Marie Kessel, qui est sa nièce par alliance. Très peu, parce qu'en fait, il est mort en 79, donc ça fait quand même 30 ans. Il a 40 ans. Non, il y a quasiment plus de gens qui ont connu Kessel. Mais en revanche, il a laissé vraiment des traces très profondes dans l'imaginaire. Il n'est pas oublié. Je ne crois pas qu'il soit oublié. Ce qu'il y a, c'est que comme toujours d'un écrivain, on se souvient, alors pour la plupart, c'est soit Le Lion, Les Mains du Miracle
Mais on oublie par exemple qu'il est le premier, il a le passeport numéro 1 d'Israël, puisque le 13B 1948, il est le premier à poser le pied sur le sol à Haïfa. Je veux dire, c'est quand même, ça dépend au fond qui connaît Kessel. On connaît le Kessel du lion, tout le monde, tous les enfants ont lu le lion. On a redécouvert il y a peu de temps les mains du miracle, mais il y a tous ces grands reportages aussi que l'on aime. Et Kessel, c'est ça qui est assez touchant, c'est que tout le monde a son Kessel. Oui, tout à fait. Ouais, il a écrit 80 livres. Hein. Oui, mais dans le 80 livres. registre, oui, c'est ça, mais on oublie tout ça. On ne se tient qu'à quelques titres. Et par exemple, Le Tour du Malheur, qui est son roman autobiographique, ça se dévore comme Oui. vraiment, j'avoue que puis il y a tous les hommes avec l'équipage, l'aviation. Il y a une vie tellement remplie que. Et puis il s'est confié, il s'est beaucoup raconté. J'ai écouté beaucoup d'émissions de radio et de télévision où il s'est raconté. Et ça, c'est une très belle source. Oui. J'aime beaucoup, j'avais fait ça pour Simone Veil aussi. J'aime beaucoup réécouter des émissions de radio ou de télévision parce que les écrivains se confient très facilement, plus facilement, même peut-être que, ou autrement en tout cas. Et il faut bien écouter ce qu'ils nous disent. Ce qu'ils ont à dire, oui. Oui. Bah, écoutez, merci. Peut-être juste si on peut parler de l'après-guerre un Oui. petit peu et de la reconnaissance qu'il a eue ou est-ce qu'il estime en fait avoir, enfin d'ailleurs les deux, hein, quelles seront l'après-guerre pour eux, voilà. L'après-guerre pour Germaine Sablon n'est pas une période heureuse parce que d'une part, quand elle revient en 45, il faut quand même imaginer qu'en 43, le fils aîné de Germaine Sablon est blessé, il est en Afrique du Nord, il est hospitalisé à Alger, elle va à son chevet et qu'Essel est quand même malheureux parce qu'elle s'en va. D'ailleurs, dans une des rares fois où il parle d'elle, il écrit « Germaine s'en alla ». Bon, bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle préfère ce qui paraît a priori assez naturel, compréhensible en tout cas, c'est qu'elle préfère aller au chevet de son fils que de rester à Londres. Non seulement elle part à son chevet, mais elle ne revient pas. Et je pense que c'est ça qui va être la fracture entre Kessel et elle, c'est qu'en gros, elle lui dit, maintenant je suis à Alger, lui dit qu'il préfère rester à Londres parce qu'il espère toujours pouvoir combattre dans les rangs de la France libre. Donc là, le couple est séparé. Et en 1943, parce c'est une vraie patriote, Germaine Sablon va s'engager comme ambulancière conductrice, comme elle l'a fait en 1940. Et elle va combattre, elle va participer au débarquement en Italie, en Provence, faire la campagne d'Alsace et finir à l'été 1945, sa guerre. Ouais. En mars 1945, lui est rentré à Paris après avoir combattu dans l'escadrille Sussex. Et là, les retrouvailles ne sont pas telles qu'elles ont été imaginées par Germaine Sablon, où Kessel lui annonce que leur liaison est finie. Il a rencontré une jeune femme qui a 22 ans de moins que lui à Londres, une jeune Irlandaise qui s'appelle Michelle O'Brien. Et manifestement, cette jeune femme a décidé que, à la différence des années du cas des précédentes, il ne gardera pas de relation avec ses ex. Donc, rupture. Pour Kessel, eh bien, la rupture est sans doute moins douloureuse puisqu'il a gagné un nouvel amour. Pour Germaine Sablon, c'est un coup extrêmement dur. Elle a combattu pendant 18 mois elle a fait 2 débarquements. Elle est épuisée par les combats de la libération. Elle est passée de mode un peu parce que ça fait 5 ans qu'elle ne chante quasiment plus sur scène. Et là, c'est une véritable dépression. D'ailleurs, elle ne reviendra véritablement jamais sur scène. Elle accompagnera beaucoup son petit frère.
mais elle n'a plus cette carrière. Elle va s'installer sur la Côte d'Azur et voilà, voilà, ils ne se reverront plus. Donc, c'est une véritable rupture. Elle va vraiment tomber quasiment dans l'oubli. Kessel, lui, en 79, il est élu à l'Académie française. Donc, les honneurs lui sont en 64, pardon, excusez-moi. Il meurt en 79, mais il est élu à l'Académie française. Il est un homme, un écrivain prestigieux, célèbre, qui gardera toujours cette superbe allure d'ours, ou de grand lion, justement, avec sa crinière blanche. Mais le couple, voilà, la guerre les a réunis, et puis le couple, la fin de la guerre, la paix les sépare, et ils ne se reverront plus. Et c'est aussi ça qui m'a touchée, c'est que c'est d'une histoire, d'une très belle histoire qui dure 10 ans. Voilà. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on peut imaginer. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. On vous comprend complètement. Il y a à peu près tous les ingrédients archi-romanesques, de la beauté, des arts, enfin vraiment de la tension de la guerre. Il y avait effectivement tout ce qu'il faut pour en faire un beau roman et une belle histoire. Et en plus, ils survivent. Donc ça, finalement, ça se termine quand même plutôt bien. Voilà. Oui, allez. La preuve, c'est qu'on en parle. Voilà. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Il y aurait encore pas mal de choses à dire, notamment sur les rapports de Germaine Sablon avec De Gaulle, ce qui est assez étonnant aussi, puisqu'elle se déclarait anti-De Gaulle, hein, tout en étant patriote et résistante. Enfin, on voit que c'était une personnalité extrêmement forte et libre, en fait. Très indépendante comme ça. Oui, pour l'époque, c'est ça aussi qu'il faut imaginer. Je crois aussi que c'est ça qui a été à la fois la force de leur union et en même temps la raison de cette brutale rupture, c'est que c'est une femme indépendante, libre, et qu'elle elle ne se sent pas, quand elle part à Alger, qu'elle ne revient pas auprès de Kessel qui lui dit tu ne peux pas me laisser seule. Eh bien oui, elle considère que son devoir est ailleurs, et donc et ça c'est assez, à l'époque, ça n'est pas fréquent, cette indépendance d'esprit, cette liberté. Après, je suppose qu'elle, de son côté, pendant la période du débarquement et de la campagne d'Italie, etc., manifestement, elle a eu aussi des tentations. Je ne la prends pas non plus pour... Oh, mais je crois que ce n'était pas le sujet. Hein. Non, voilà. La fidélité, ce n'était pas le sujet. Ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Alors, allez, on termine juste avec ça. Je pense qu'il faut arrêter, Yoav, n'est-ce pas? On peut garder 2 minutes pour peut-être des questions, si quelqu'un a ou des remarques. D'accord, si quelqu'un veut intervenir. Moi, je voudrais juste encore dire quelque chose. C'est qu'il a été élu à l'Académie française le 22 novembre 1962. Voilà. Et au fauteuil du duc de la Force, que je ne connaissais pas, hein, j'avoue. Moi, le duc de la Force, je ne connaissais pas. D'accord. Et il a été élu au premier tour. Et il a tenu à mettre sur son épée d'académicien une étoile de David. Oui. Qui est quand même. Et moi, j'ai beaucoup aimé en fait une citation de son discours dans laquelle il met en parallèle le fait, la personne du duc de la Force, justement, qui a été un compagnon dont le nom magnifique a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France, dont les ancêtres, grands soldats, grands seigneurs, grands dignitaires, amis des princes et des rois, ont fait partie de son histoire d'une manière éclatante. Et qui avez-vous désigné, dit Joseph Kessel, un russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Europe orientale. Vous avez marqué par le contraste singulier de cette succession que les origines d'un être humain n'ont rien à faire avec le jugement que l'on doit porter sur lui. De la sorte, messieurs, vous avez donné un nouvel et puissant appui à la foi, obstinée et si belle, de tous ceux qui, partout, tiennent leur regard fixé sur les lumières de la France. Je trouve ce passage incroyablement d'actualité. Absolument. Voilà. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est cet attachement à la France, ce patriotisme qui ne l'empêche pas d'être, il n'est jamais dupe de ce qu'ils peuvent ressentir. Mais
Et en même temps, il souligne le contraste entre les origines d'un être humain qui n'ont rien à faire avec le jugement que l'on doit porter sur lui. Aujourd'hui, où dans l'air du temps, il y a toute l'appropriation culturelle, le racialisme, enfin toutes sortes de, non, il est universel. Concepts qui sont extrêmement dangereux, d'après moi. Oui, c'est un homme universel. C'est un homme universel. Exactement. Ouais, exactement. Oui. Et c'est pour ça qu'on a chacun son Kessel. Oui, exactement. C'est ça. Voilà, c'est vraiment le mot de la fin parce que c'est parfait. On a chacun son Kessel. Voilà. Donc, effectivement, j'invite juste, si quelqu'un a quelque chose à dire, n'hésitez pas. Vous avez encore 5 minutes. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'aimerais poser une question. C'est Doris Angèle. Oui. Voilà, je voulais savoir si une des motivations d'écrire ce livre, c'était par rapport à, on peut dire, un petit peu un féminisme, c'est-à-dire de sortir de l'oubli et de rendre hommage et de rendre justice à une grande figure féminine que l'histoire a oubliée. Ah, bien sûr, c'est une héroïne de la résistance qu'on a complètement oubliée. Et de la même manière que l'institutrice Dizieux avait su protéger et aimer ses élèves qu'elle avait eus à la colonie Dizieux, ou que Jeanne Blum, qui avait rejoint son amant Léon Blum à Buchenwald, c'est de braquer les projecteurs sur les femmes à côté des grands hommes ou des grands événements. Et vraiment, c'est une héroïne de la résistance. S'engager à fin 40, début 41 dans la résistance, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent prétendre avoir fait la même chose. Être conductrice ambulancière dans les combats de Monte Cassino ou des combats de libération de Strasbourg, justement de toute la campagne, c'est pas. D'ailleurs, elle aura des décorations. Elle sera décorée par général de l'Armina, elle recevra croix de guerre et Légion d'honneur. Enfin, on ne la connaît pas comme résistante. Voilà. Donc oui, bien sûr. Dans ma démarche, il y a de montrer que les femmes ont été actrices de l'histoire au même titre que les hommes. Ah oui, ça, je le revendique. Merci beaucoup. Merci Doris. Angèle, est-ce que quelqu'un d'autre veut se manifester? Bon, non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, ben, merci beaucoup. Eh bien, voilà, il nous reste à vous remercier très chaleureusement, Dominique Missika. Moi, je suis ravie de bavarder. Moi, quand il s'agit de parler de Kessel et de Germaine Sablon, je suis intarissable. Donc, vous pouvez y aller. C'est quoi le prochain projet? Pardon? Le prochain projet, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est justement un livre illustré sur les femmes dans la résistance. Voilà, qui sortira à l'automne prochain. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, essayez de le faire sortir avant le mois de décembre, début décembre. Oui, ça, pour être sûre d'être invitée. Voilà. Je mets ça sur les tablettes. Je vais presser mon éditeur pour être sûre d'être. Voilà, de pouvoir venir au Salon des livres de la Lido. Il y aura Laure Diebold. Oui. Il y aura Laure Diebold dans votre livre? Bien sûr. Elle était en classe avec ma mère à Sainte-Marie-aux-Mines. Ah oui, ben voilà. L'année 1915, d'Erstein. Ouais. Ils ont changé pour Sainte-Marie-aux-Mines. Elle était dans la même classe à l'école de filles avec ma mère. Voilà, ben voilà une héroïne de la résistance. Héroïne, absolument. Voilà, il est temps quand même qu'on leur donne aussi des visages, parce que je trouve qu'il faut leur donner des visages. Je crois qu'ils ont fait une exposition mémoriale à Schirmeck, mais avec l'épidémie, ça n'a pas marché. Ah oui, je regarderai alors, parce qu'on cherche des illustrations. Regardez pour cette exposition à Schirmeck au mémorial. D'accord, ok, ben je vais m'y intéresser. Voilà, donc rendez-vous cet automne alors. Merci beaucoup, merci à nos deux intervenants de dernière minute là, et merci beaucoup. C'est vous qui rendez en fait l'intervention vivante. Voilà, donc merci. Et merci. À bientôt. Merci Dominique, merci Gabriel.